Bonsoir, merci d'être sur Télé Sud, soyez les bienvenus. Jeudi 28 juin, au sommaire de cette édition, les Burkinabés sont sous le choc. Ils viennent d'apprendre que le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, avait un autre fils nommé Ismaël Sankara, artiste musicien vivant aux États-Unis. Le journal Bendré a démenti cette révélation. Au Gabon, au cours d'une cérémonie publique devant des journalistes et des représentants de l'ONG WWF, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a mis le feu à un bûcher contenant 5 tonnes d'ivoire issu du braconnage. Ce geste hautement symbolique, pratiqué pour la première fois en Afrique centrale, était destiné à envoyer un message fort aux braconniers et à la communauté internationale. Polémique en Afrique concernant l'accaparement du foncier par des investisseurs occidentaux. Les ONG, notamment les Amis de la Terre, parlent de vol et de dépossession des terres à l'encontre de la population locale. Les investisseurs occidentaux, quant à eux, nient l'accaparement des terres africaines. Et je vous le disais en titre, la nouvelle défraie la chronique depuis le week-end dernier au Burkina Faso. 25 ans après la disparition du président Thomas Sankara, les Burkinabés apprennent que ce président aurait eu un autre fils du nom d'Ismaël Sankara, artiste musicien burkinabé vivant aux États-Unis. Cette information a créé une onde de choc au sein de l'opinion nationale et internationale, surprise devant une telle révélation. Adjima Tavid Tiombiano, René Touancano. La nouvelle publiée par l'observateur Palga dans la rubrique « Une lettre pour l'ail » a créé la surprise à Ouagadougou. Le capitaine Thomas Sankara aurait eu un autre fils nommé Ismaël, un rejeton qu'il aurait caché aux États-Unis avec sa mère. L'observateur s'est fait le relais d'une information publiée par Jeune Afrique, une information à laquelle le quotidien consacre quelques commentaires libres qui remettent en cause la morale des révolutionnaires. Certains journaux se sont préoccupés de relayer l'information avec des clauses oratoires et typologiques, notamment avec le point d'interrogation et le conditionnel. D'autres sont allés carrément en affirmant comme si c'était une vérité d'évangile. C'est une nouvelle qui tombe 25 ans après la disparition du chef historique de la révolution burkinabé. En apprenant la nouvelle, l'opinion est partagée entre surprise et indifférence, entre doute et déception. Si c'est prouvé, je me dis qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Si on l'a dit, peut-être que quelque part il y a un peu de vérité. C'est une atteinte à la mémoire du président Thomas Sankara qui est quand même élevé au rang de héros national au niveau du Burkina Faso. Le dimanche 25 juin, c'est l'hebdomadaire Bendré qui relance la chronique. Le journal dirigé par Chérif Si publie une interview exclusive de Ismaël Sankara, le jeune rappeur qui connaît un certain succès du côté des États-Unis, qui demande tout simplement les informations balancées par Jeune Afrique. Ce n'est pas le fils de Sankara. Mieux que ce garçon ne s'appelle pas Sankara, porte un autre nom et a pris le nom Sankara, selon ses dires, comme nom d'artiste. L'affaire devrait connaître d'autres développements dans les jours à venir. On attend la réaction de la famille Sankara et selon des sources dignes de foi, l'affaire pourrait s'orienter vers une élucidation judiciaire. À Libreville, le président gabonais Ali Bongo Ondimba a procédé hier à la destruction de 4 825 kilos d'ivoire issus des activités de braconnage et saisis par les agents du ministère des Eaux et Forêts et de l'Agence nationale des parcs nationaux. Plusieurs membres du gouvernement et d'ONG étaient présents à la cérémonie de destruction des stocks illégaux d'ivoire. Et le Gabon souhaite marquer un tournant dans le durcissement de la lutte contre le braconnage. Fatouma Garba, Joël Tatou. Un bûcher de près de 5 tonnes d'ivoire allumé par le président gabonais Ali Bongo Ondimba. Un symbole fort lancé par les autorités gabonaises à l'adresse des braconniers. Au total, plus d'1 millier de pièces brutes, essentiellement des défenses d'éléphants et des sculptures en ivoire ont été détruites, ce qui représente le massacre de plus de 850 éléphants. C'est le lieu de rappeler ici la découverte macabre du 6 avril 2011 d'une trentaine d'éléphants abattus et dépouillés de leur ivoire dans la réserve présidentielle de Ongaongue, au nord de Libreville. Avec 13% des forêts tropicales du continent africain, le Gabon est aujourd'hui le refuge de plus de la moitié des éléphants de forêt d'Afrique. Il compte environ 50 000 éléphants. L'organisation de défense des animaux WWF met un point d'honneur au renforcement de la répression contre les braconniers. Son représentant salue la tolérance zéro du gouvernement gabonais.
C'est un message symbolique pour la communauté internationale de que le braconnage n'est pas un crime que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont en train de tolérer. Les crimes sur la faune ont pris des proportions inquiétantes ces derniers mois à travers le continent avec la mort de gardes forestiers. L'ivoire et la corne de rhinocéros, vendus dans le commerce noir asiatique, sont des sources de financement de nombreux groupes rebelles. Une situation qui accentue les risques de guerre civile en Afrique centrale. La survie de l'éléphant reste un enjeu économique de taille. Le développement du tourisme nécessite de préserver la faune et la flore. Un capital naturel, selon le président gabonais, à transmettre aux futures générations. Les autorités gabonaises réfléchissent à la mise en place future d'une brigade spécialisée. L'errance des animaux est bel et bien une réalité à Bamako, au Mali. Certes, le phénomène n'est pas nouveau, mais il est devenu une grande préoccupation dans une ville qui s'est développée et modernisée ces dernières années. La situation est plus que gênante. Selon les habitants de la capitale malienne, les animaux n'ont pas leur place sur les voies et autres espaces publics réservés aux humains. Alors, quelles sont les mesures prises pour endiguer le phénomène? Élément de réponse, Nyanian Aliou Traoré. On se croirait en campagne. Mais non, nous sommes bel et bien à Bamako, précisément dans l'un de ces quartiers chics. Des troupeaux de vaches passent la journée à fouiller les poubelles placées devant les habitations d'ici, laissant leurs bouses dans la rue ou souvent agressant les simples passants. Ça nous dérange parce que les enfants n'arrivent pas à jouer, ils font les déchets ici, on n'arrive pas à nous promener comme on le veut. En plus, les moustiques, les mouches, c'est vraiment dérangeant. Si on pouvait trouver un moyen pour empêcher tout ça, on serait au moins un peu à l'aise. Ce que moi je pense, on doit trouver un grand endroit, la forêt, pour mettre les vaches là-bas. Des habitants à bout de nerfs pensent que leur environnement immédiat est pourri à cause de ces animaux en divagation et demandent aux autorités de réagir. On ne peut plus manger tranquillement, on ne peut plus boire du thé tranquillement et nul air. Qu'est-ce qu'on fait? Vraiment assez. Comme mesure, nous avons 2 arrêtés. Mais ce qui nous rend la tâche difficile, il n'y a pratiquement pas de fourrière à bétail dans le district de Bamako. Il y a un manque criard de moyens appropriés, de matériel organique pour pouvoir lutter de façon efficace contre ce phénomène. Notez que ce ne sont pas les seules vaches qui sont pointées du doigt. En ville, nous croisons aussi dans les rues des ânes, des moutons, des chèvres, j'en passe. L'environnement politique pour la croissance et la réduction de la pauvreté s'est amélioré dans un tiers des pays les plus pauvres d'Afrique ces dernières années. C'est le résultat du dernier rapport annuel de la Banque mondiale sur les politiques et institutions nationales en Afrique subsaharienne. Le classement est basé sur 16 indicateurs clés du développement, comme la gestion économique ou encore les politiques d'intégration et d'équité sociale. Des précisions, Moïse Munkuru. Dans ces rapports des politiques et institutions nationales et de la Banque mondiale CPIA, c'est le Cap-Vert qui fait figure de bon élève. Les pays obtiennent une note de 4 sur 6, suivis par le Ghana et le Rwanda. Les 3 pays ayant la faible note sont le Soudan, l'Érythrée et le Zimbabwe. Le CPIA se base sur 16 indicateurs clés de développement qui couvrent entre autres la gestion économique, les réformes structurelles, la gestion du secteur public et les institutions. Pour chaque indicateur, les pays reçoivent une note de 1, la plus basse, à 6, la plus élevée. Depuis 1980, le CPIA note la performance des pays pauvres pour décider de l'octroi ou non d'un prêt à taux zéro. Le CPIA est publié chaque année dans le site web, mais on pensait que c'était une chose technique. Nous voulons, comme je viens de dire, de le vulgariser. L'environnement politique pour la croissance s'est amélioré ces dernières années dans 13 pays d'Afrique, soit un tiers des pays africains les plus pauvres. Cependant, nombreux spécialistes présents à la présentation des rapports ont émis quelques critiques et recommandations, notamment concernant les indicateurs pris en compte dans les rapports. Et quand on regarde les résultats du CPIA, on ne sait pas est-ce que c'est la politique qui est mise en avant dans les résultats qu'on a, est-ce que c'est le cadre institutionnel, c'est-à-dire c'est lequel. Ne faites pas du CPIA un concours de beauté. Le développement n'est pas une course d'athlétisme, une épreuve de patinage artistique. Malgré tout, pour les responsables de la Banque mondiale, le CPIA reste un outil précieux pour les gouvernements, le secteur privé, la société civile, les chercheurs et les médias pour suivre la progression de leur pays et la comparer à celle des autres.
L'Afrique est devenue depuis quelques années le nouvel Eldorado foncier pour beaucoup d'investisseurs occidentaux. Face aux accusations d'accaparement des terres dont ils font de plus en plus l'objet, ces investisseurs étrangers se défendent en avançant plusieurs arguments. Selon eux, l'achat des terres constitue le seul moyen d'amener la croissance et l'extension de l'agriculture permettra de nourrir le nombre grandissant de la population sur le continent. Fertile et bon marché, la terre du continent suscite toutes les convoitises. Mais quelques voix s'élèvent pourtant contre ces aventuriers en quête de terrain abordable. Linda Robert. Certaines ONG pensent que les personnes de cette salle dérobent les terres d'Afrique au bénéfice d'investisseurs occidentaux et de fonds de pension. Derrière cette porte, le foncier africain devient synonyme de produits de consommation. Sans eux, disent les investisseurs, pas de croissance en Afrique. Et sans croissance, pas moyen de nourrir la population. Nous considérons qu'il y a certainement un risque et que les gouvernements et les organisations internationales doivent investir et faire des efforts afin d'atténuer ces risques. Mais en même temps, on ne devrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain et penser que l'investissement international n'est pas la clé du développement du secteur agricole de certains pays en voie de développement. Cette situation aiguise les appétits. Les fonds d'investissement évaluent les questions relatives à l'instabilité politique, au risque de phénomènes météorologiques et à la corruption. La croissance de la population et l'urbanisation rendent attractif l'achat de terrain. Beaucoup d'entre eux agissent de façon responsable, mais beaucoup d'autres ne le font pas. Le scandale, c'est que l'un des plus gros investisseurs dans le foncier est un fonds de pension et que vous et moi payons ces fonds de pension. Cet argent pourrait servir de ce fait à se débarrasser des autochtones et à les faire dégager de chez eux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Situation plutôt rare selon les investisseurs qui encouragent à faire preuve de confiance. On ne peut miser sur un retour sur investissement rapide ou sur de l'argent facilement gagné. Personne ne travaille dans l'agriculture en espérant un quelconque bénéfice avant 3 ans. Il doit y avoir un développement durable en accord avec le bien-être des populations sur place, populations avec lesquelles on peut aussi travailler. Une collaboration doit être instaurée en vue d'un bénéfice mutuel. Le rachat des terres est contrôlé de temps en temps, à titre exceptionnel par les autorités locales et les fonds d'investissement. Ces derniers affirment que l'accaparement des terres serait en diminution. Seules les populations touchées par le phénomène pourraient apprécier. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle la principale information. Les Burkinabés sont sous le choc. Ils viennent d'apprendre que le père de la révolution burkinabé, Thomas Sankara, aurait un autre fils nommé Ismaël Sankara, artiste musicien vivant aux États-Unis. Le journal Bendré a démenti cette révélation. Merci de nous avoir suivis. Place maintenant à vos programmes favoris, le JT Sport, présenté par Ahmed Parizeau. Et puis quant à nous, nous nous retrouvons demain à 21h. Merci de votre fidélité.